C'est No, un garçon de village pauvre qui n'a qu'un rêve, de devenir un vrai mage. Il passe d'une école à l'autre en espérant que quelqu'un l'enseigne la magie, mais chaque test lui donne la même réponse. Aucun mana, pas de talent, pas d'avenir. Alors que les étudiants doués lancent des boules de feu et apprennent des sorts royaux, No est laissé de côté avec rien d'autre qu'une épée emboisée, un cœur trop têtu pour abandonner. Donc, il entraîne la seule chose que personne ne peut rejeter, son propre corps. Les années passent, son rêve se brise encore et encore, mais ses mains ne s'arrêtent jamais de bouger, et un jour, le même monde qu'il appelait impuissant dut regarder les sorciers échouer à écraser des monstres. Même les magiciens entraînés en étaient effarés. L'histoire commence avec No, qui tente de faire du médicament pour sa mère, malade, et pendant ce temps, il lui dit qu'il veut acheter quelques brebis et les élever afin qu'il puisse vivre mieux. Mais sa mère n'est vraiment pas convaincue et lui dit de se concentrer sur lui-même et sa propre vie. No remarque que son humeur n'est pas bonne, donc il décide de lui faire du thé, mais elle l'arrête et dit qu'elle ne peut plus l'aider comme elle le voudrait. Puis elle lui demande gentiment de vivre sa vie de sa propre manière autant que possible, comme il reste respectueux et décent. Ce même soir, No ressent une faim intense, mais son cœur est curieusement lourd et il n'a pas faim. Donc, il pense vérifier sa mère en espérant qu'ils pourraient manger ensemble, mais quand il va la voir, il découvre tristement qu'elle est décédée. Notre gare est tellement triste. No est complètement brisé, mais il ne permet pas que le chagrin fiche sa vie à jamais. Donc, il décide de continuer à avancer, poursuivre ses rêves et apprendre de nouvelles choses. Désormais, il vit seul, portant toutes les responsabilités par lui-même, sans personne autour pour l'aider. Un soir, No trouve un livre rempli de réflexions sur son père, qui lui racontait souvent des histoires d'aventure et comment il combattait les dragons. Et quand No referme le livre, il se souvient des paroles de sa mère lorsqu'elle lui disait de vivre comme il le voulait. Cette mémoire éclaire quelque chose en lui, et il décide qu'il deviendra un grand aventurier. Alors, il quitte le village pour la première fois de sa vie, et se dirige droit vers la guilde des aventuriers pour apprendre quelles étapes il doit suivre. Cependant, l'instant où il arrive, il est surpris lorsque le caissier lui dit que ce lieu n'est pas pour les enfants. No refuse de partir car il a déjà pris sa décision, et le caissier explique que s'il veut vraiment devenir un aventurier, il doit prendre des cours aux écoles d'entraînement royal pour améliorer son niveau. No devient très excité et va à l'école apprendre la magie et l'escrime, mais après plusieurs mois d'entraînement, il ne parvient pas à apprendre quoi que ce soit d'utilisable, et l'instructeur, enfin, il lui dit de partir car il ne fait que gâcher à tout le monde du temps, y compris le sien. Il essaie aussi d'autres écoles, y compris l'école des guerriers, l'école des chasseurs, et même l'école des voleurs, mais il échoue également là-bas, chaque fois qu'il tente quelque chose. De nouveau, il échoue à nouveau, mais il continue à avancer et refuse de se rendre. Il n'abandonne pas, même, au-delà de ses limites, et après 10 ans, il finit par pouvoir esquiver 1000 coups avec sa lame en bois, ce qui signifie qu'il a grandi beaucoup plus que ce que quiconque ne s'attendait à voir. Après cela, il retourne aux guildes où le vieux commerçant le reconnaît et dit qu'il peut enfin devenir un aventurier de rang F, ce qui signifie qu'il ne peut toujours pas prendre des missions dangereuses. Mais No ne s'en soucie pas du tout car la seule chose qui compte, pour lui, c'est qu'il est enfin devenu un aventurier. Même s'il devient seulement un aventurier de rang F, il est extrêmement heureux et commence à prendre des petits emplois dans la ville. Ses simples tâches l'améliorent, peu à peu en vitesse et en force, et il passe ses journées à réparer des choses de base, à aider les gens et à faire n'importe quelle tâche petite qu'il peut trouver. Les habitants commencent à l'aimer car son travail est toujours propre et sincère. Un jour, No voit des soldats attaqués par un monstre comme ce qu'il lisait dans ses livres. Le monstre est terriblement fort et il submerge complètement les soldats. Alors, No décide d'aider. Il attrape une brique et la lance sur le monstre pour le distraire, puis utilise sa compétence d'évitement pour survivre. Ses attaques et par miracle font tomber le monstre en protégeait une fille qui était là, mais malheureusement, son épée se casse pendant le combat. La fille remercie No et lui demande son nom, mais il dit simplement qu'il n'est rien d'important et s'en va. Après cette bataille intense, No remarque que sa main tremble et réalise à quel point il était vraiment effrayé. Alors, il décide
qu'il doit s'entraîner encore plus s'il veut devenir un vrai aventurier à l'avenir. De l'autre côté, on voit les soldats analyser ce qui s'est passé pendant le combat de Noah avec le monstre, et le chevalier Linné est profondément attristé, car elle n'a pas pu protéger Lan, qui est en réalité la fille du roi Clay. Lan lui dit qu'il n'y avait pas besoin d'escouade pendant les épreuves liées au droit de succession car c'était sa propre décision depuis le début, et elle s'excuse pour avoir fait tout le monde s'inquiéter. À cette époque, les nouvelles atteignent la pluie, le frère de Lan, et il apprend tout ce qui est arrivé à sa sœur. Il demande s'il y a eu quelqu'un qui a appelé le Minotaure ou non car il les suspecte quelque chose de sérieux depuis que le Minotaure est un démon qui vit dans l'abîme, la couche la plus profonde du donjon, un endroit que peu de personnes comprennent. Et pour qu'il apparaît à la surface, quelqu'un doit l'avoir amené là-bas. Le gardien est fortement d'accord avec la pluie, et il révèle que des experts ont trouvé un anneau sur le corps du marchand décédé sur les lieux, et que cet anneau semble être la cause. Les anciens spécialistes du désert ont examiné celui-ci et ont découvert qu'il contenait une pierre de haute qualité qui n'existe pas sur le marché, ce qui signifie que l'anneau provenait probablement de l'empire magique de Drax. Ce n'est pas la première fois que Drax fait quelque chose comme ça, et si cette fois-ci, ils ont appelé un monstre, personne ne sait ce qu'ils pourraient appeler la prochaine fois. En outre, la princesse Lan était également coincée à l'intérieur d'un champ de force. Rin dit aux gardes de rester vigilants dans les jours à venir, car Drax ne cherche pas seulement à se débarrasser de la princesse, mais aussi à chercher les ressources précieuses du royaume, en particulier les restes du donjon perdu de Rin. Rin change alors de sujet et demande des nouvelles de l'inconnu qui a sauvé Lan. Le rapport dit que cet homme, il a utilisé un épée large massif pour vaincre le Minotaure, et toute la bagarre n'a pas duré une seconde. Les chevaliers étaient censés avoir vu tout, mais le rapport dit que l'homme est disparu devant eux, comme s'il s'agissait d'une illusion, ce qui rend Rin méfiant car il ne peut pas croire à ce qui est écrit. Après cela, nous revenons à No qui est retourné au guilde de l'aventurier, et le moment où le commis le voit, il est complètement étonné, en se demandant comment cet enfant est encore en vie car il a entendu dire que le démon est apparu près de l'entrée du donjon et que personne n'avait jamais vu une telle chose avant. Il dit à No que certaines personnes sont venues lui demander spécifiquement de ses nouvelles, et il est très évident qu'elle voulait le rencontrer. Nor se souvient des personnes qui l'observaient, mais il s'est réussi à s'enfuir d'eux, donc il change rapidement de sujet car il sent que quelque chose de bizarre va se produire. Le commis lui donne ensuite une récompense pour ce qu'il a fait et lui demande pourquoi il est si déterminé à devenir un aventurier, mais au moment précis où Lan, la princesse, apparaît, extrêmement heureuse qu'elle ait enfin trouvé l'homme mystérieux. Elle explique qu'elle a utilisé son aptitude de détection pour le localiser à distance, puis s'excuse d'avoir violé leur intimité, mais dit qu'elle l'a fait uniquement parce qu'elle avait désespérément envie de rencontrer Nor, et que la musique, presque lui est tombée des mains avant de pouvoir le revoir. Nor se sent comme s'il est entré dans un autre monde et devient confus. Homme mystérieux. Elle explique qu'elle a utilisé son aptitude de détection pour le localiser à distance, puis s'excuse d'avoir violé leur intimité, se demandant comment cette fille a des compétences de voleur. Mais Lan corrige et dit qu'il se trompe car son principal intérêt est la magie et qu'elle connaît également les 6 systèmes d'aptitude. Elle semble prête à parler plus longtemps, mais elle remarque ensuite que tout le monde la regarde. Donc, elle leur demande de parler dehors plus tôt. La caissière devient confuse et se demande ce que cette fille veut d'eux, puis elle dit à No de partir rapidement, mais Lan clarifie la situation et explique qu'il vaudrait mieux discuter dehors, où personne ne les entendrait une fois qu'elle aurait utilisé un sort d'isolement sonore et d'invisibilité. Ils sortent, et Lan commence à remercier Nor pour ce qu'il a fait pour elle. Elle veut aussi lui offrir une grosse récompense pour son acte courageux, mais le modeste No refuse et dit que simplement remercier suffit. 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 Elle lui dit qu'elle ne bougera pas jusqu'à ce qu'il accepte un cadeau de sa part. Nor reste ferme et dit qu'elle est venue seulement pour rencontrer son père, rien d'autre.
No est étonné par sa maison car elle est immense, tandis que l'un dit avec indifférence que c'est normal pour sa famille. Ensuite, elle se présente formellement et nous apprenons que son nom complet est Lindbergh, des argiles, même si Lin n'est que le nom qu'elle utilise pendant les activités d'aventurier. Elle demande ensuite à Iné où se trouve son père, et Iné lui dit qu'il est avec un invité très spécial et qu'elle ne peut pas entrer pour l'instant. Lin demande comment c'est possible, puis dit que l'invité spécial est déjà avec elle, c'est-à-dire Nor, car il a risqué sa vie pour elle. Ils entrent finalement dans la chambre du roi, et ce dernier remercie nous de l'avoir sauvé en lui demandant de nommer quel que soit le prix qu'il veut. Nor ne répond pas, donc le roi lui offre une somme d'argent importante, mais Nor refuse, puis le roi lui offre des trésors de l'or cachot, qui est connu comme le plus ancien cachot du monde, mais Nor refuse à nouveau. À ce moment-là, le roi a une idée et lui propose un vieux glaive qu'il gardait. Et le moment où Nor voit le glaive, il accepte instantanément. Lorsque Nor teste, tout le monde est surpris par sa force. Et le roi est fortement impressionné par cet enfant. Le roi offre alors de permettre à Nor d'enseigner à sa fille comment utiliser un glaive et améliorer ses compétences. Mais Nor dit que le roi s'implique trop dans son travail, la vie de sa fille, et qu'il devrait la laisser faire ce qu'elle veut, au lieu de s'impliquer dans des affaires qui ne lui appartiennent pas. Surpris Ingli, le roi l'est convaincu par ces mots et l'accepte. Nor quitte ensuite le roi, toujours étonné par l'épée qu'il a reçue, mais alors qu'il marche loin, Iné le retient, lui remercie d'avoir sauvé Lin, et lui dit qu'elle appartient à la famille qui protège la famille Lindbergh, puis elle part. Lorsque Nor se tourne pour continuer à marcher, il est surpris de trouver un jeune homme nommé Gilbert qui demande à Nor de l'affronter en un duel à un contre un. Nor y consent, même s'il ne sait pas ce qui pourrait arriver car il n'a pas eu de partenaire d'entraînement depuis ses études. Gilbert dit qu'il est célèbre pour ses compétences en combat et dit à Nor de ne pas choisir une épée car il croit que la betterave est meilleure pour un combat comme celui-ci, mais ce que Gilbert ne sait pas, c'est que Nor ne s'en soucie pas vraiment. Pour Nor, c'est une chance dorée pour un aventurier débutant de se faire battre dans un match d'entraînement plutôt que par un ennemi réel. Donc il voit cela comme l'opportunité idéale pour s'entraîner contre quelqu'un plus fort que lui. Nor choisit l'épée et annonce qu'il est prêt. Le duel commence, et Gilbert adopte une attitude offensante, mais aucun coup ne touche Nor. Nor est si rapide que Gilbert pense qu'il avance lentement, et pendant le combat, Nor croit même que Gilbert retient ses coups. Il lui dit de ne pas retenir ses attaques autant, mais Gilbert ne comprend pas du tout de quoi Nor parle. Gilbert s'excuse et commence à prendre le combat au sérieux, devenant beaucoup plus rapide qu'avant. Cependant, il se sent progressivement frustré car il ne réussit toujours pas à toucher Nor. Cependant, il croit toujours que Gilbert ne le prend pas au sérieux et qu'il combat de la même manière. Donc, il lui demande de lui montrer un autre mouvement. Gilbert change son attaque au milieu du coup, mais Nor l'évite facilement à nouveau, sentant que le coup n'a jamais été proche du tout. Puis il demande à Gilbert d'accélérer ses attaques. Gilbert avait passé des années à écraser chaque combattant faible autour de lui, et parce que personne ne pouvait jamais le pousser correctement, la lassitude avait commencé à le ronger. Un jour, son sensei lui a dit que Iné avait obtenu la même distinction qu'il avait, mais Gilbert, il ne s'en souciait guère parce que même la musique n'arrivait pas à l'exciter. Le professeur lui demanda ensuite ce qu'il pensait d'Iné, et Gilbert admit qu'elle était forte, juste, pas plus forte que lui. L'entendant dire cela, le professeur en devint certain qu'un jour quelqu'un apparaîtrait pour l'humble correctement et briser cette tête orgueilleuse, tandis que l'arrogant Gilbert dit simplement qu'il espérait que ce jour arrive, car il était là de s'ennuyer. Dans le présent, Gilbert est toujours étonné, incapable d'accepter comment Nor avait réussi à abaisser sa fierté et secouer sa dignité, mais son étonnement grandissait encore plus lorsqu'il voit les marques profondes gravées dans le sol à cause de leur combat. De l'autre côté, Nor marche le long du chemin avec joie, complètement concentré sur sa nouvelle épée et combien elle est utile, car dans sa tête, cette épée peut même nettoyer les égouts, gratter le truc collant coincé en bas, et faire presque tout, même aider à préparer des pizzas. Après un moment, Nor s'assoit et se demande ce qu'il doit faire avec sa nouvelle épée, mais soudainement, Lin apparaît et lui demande de devenir son servante. Nor pense qu'elle est l'insultant, elle explique rapidement qu'elle ne voulait pas dire ça et qu'elle veut vraiment qu'il reste à ses côtés toute la journée,
qu'il s'occupe d'elle et qu'il l'enseigne des sorts. Pour le tenter encore plus, elle lui dit que sa famille paiera une somme importante d'argent en échange de son aide. Mais Nor refuse immédiatement. Lan essaie encore plus fort et utilise sa magie, lui proposant de l'enseigner des sorts si elle devient son assistante. Et elle découpe même un arbre en deux d'un seul coup, puis continue de lui montrer de plus en plus de ses talents pour l'impressionner. Après tout cela, magie en exhibition, Nor ne refuse pas encore, ce qui donne à Lan le plus grand étonnant de sa vie. Il essaie de trouver une façon de lui faire comprendre qu'il n'y a rien qu'il puisse vraiment faire pour elle. Donc il décide de montrer son propre petit don afin qu'elle l'abandonne, et de quelque manière son plan fonctionne. Lorsque Lan rentre chez elle, elle commence à penser à l'histoire que les enseignants des 6 écoles racontent aux étudiants, une histoire d'un garçon sans talent du tout. La plupart des étudiants traitaient cette histoire comme un conte de fées, car l'idée qu'un tel garçon existe semblait impossible. Mais nous avons appris que ce garçon, il a étudié dans chaque école d'entraînement de la capitale royale, toute réputée pour leur formation stricte. Il était extrêmement travailleur et a terminé le programme d'études de chaque école, étant si obsédé par l'apprentissage. Il pouvait finir des cours de formation prévus pour durer 3 mois en seulement 3 jours. Lan croyait toujours que cette histoire était impossible jusqu'à ce qu'elle se souvienne de l'instructeur de magie Oken lui montrait comment une petite flamme pouvait grandir, expliquant que même une petite flamme pouvait s'agrandir grâce à une formation constante. Lan avait essayé de grandir sa propre petite flamme encore et encore, mais malheureusement, il restait d'un taille fixe et ne grandissait pas davantage. Pour améliorer cette compétence, elle devrait travailler encore plus dur et se pousser encore plus. C'est pourquoi Nor paraît si incroyable dans ses yeux après qu'il a montré son feu, car son feu était même plus grand que celui du magicien le plus grand du monde. Lan regrette de se vanter de ses petites compétences, surtout lorsque Nor pouvait faire des choses si incroyables, mais les montrait seulement pour qu'elle parte en paix. Nous apprenons également que Lan veut devenir plus forte afin de mériter une place comme son frère aîné, et 1. Raison de cela, elle retourne sans craindre les gens. Lan répond qu'elle est avant toute une aventurière, donc ce genre de choses ne l'embête pas beaucoup. En raison de cela, elle retourne sans craindre les gens. Lan répond qu'elle est avant tout une aventurière, donc ce genre de choses ne l'embête pas beaucoup avec lui. Ces mots ne parviennent pas complètement à Nor car il se voit toujours comme indigné. Cependant, il réussit à surmonter cette sensation et à se concentrer à nouveau sur le rêve qui enfin se réalise. Il devient très excité pour le nouveau travail. Mais le commis les prévient que cette mission n'est pas sûre simplement parce que le prix est faible. Le travail se déroulera dans la forêt des monstres et ils doivent ramener une oreille de gobelin en preuve de succès, car sans cette oreille, ils ne peuvent pas recevoir leur récompense. Il leur dit également que le nombre de gobelins a diminué, donc il n'y en a pas là-bas. Et si c'est le cas, leur seule option est de rassembler quelques herbes et de les ramener à la place. Après cela, les deux partent pour leur première mission, ensemble. Lan explique que les gobelins mangeaient autrefois des animaux de petite taille et des fruits d'arbres, mais maintenant ils attaquent les humains pour voler leur force, et s'ils continuent à grandir et à évoluer comme ça, ils pourraient finir par prendre le contrôle de l'humanité et détruire le monde. C'est pourquoi les aventuriers essaient de contrôler leur effectif et de résoudre le problème, avant qu'il ne se propage trop loin. Nor et Lan commencent à chercher des gobelins, mais malheureusement, ils ne trouvent rien. Après un moment, Lan sent quelque chose d'étrange et elle se rend compte qu'un monstre est près d'eux, donc ils vont vérifier. Mais la forêt est très sombre. Les grands arbres bloquent la lumière du soleil. Et ce genre de lieu est exactement ce que les gobelins aiment parce qu'ils préfèrent vivre dans des endroits comme celui-là. Soudain, Lan s'arrête et crie que le monstre est juste là. Au début, Nor pense que le monstre est mort de vieillesse, mais ils sont tous les deux stupéfaits quand ils réalisent qu'elle Crivette n'est pas morte, seulement horriblement déformée. Lan utilise immédiatement la détection magique et révèle un monstre caché, qui est colossal et mange un autre gobelin pour se nourrir et se reconstruire. On raconte que les gobelins sont le type de monstre le plus faible, mais c'est vrai seulement sur le papier,
car ce gobelin utilise des arbres comme armes pour se défendre. Et d'après son apparence, il est clairement très fort et planifie quelque chose de terrible. L'un est très effrayé, mais Nor la rassure et promet qu'ils iront bien. Nous apprenons que cette créature est l'Emprador des Gobelins, un monstre créé parce que la manipulation humaine et les changements génétiques. Et c'est le type de bestiaire qui devient plus fort à mesure qu'il mange. À ce moment-là, Lan est profondément impressionnée par Nor et sa confiance en soi, et grâce à lui, elle commence à gagner un peu de courage. Les deux se préparent à attaquer, mais le gobelin se déplace en premier et lance le premier coup. Nor réagit, attend, utilise sa force et bloque l'attaque. Mais le gobelin est extrêmement puissant. Lan utilise sa magie pour soutenir Nor, mais rien ne semble affecter la créature, et ses blessures continuent à disparaître, ce qui ressemble à... C'est très étrange pour eux. Ils soupçonnent que cette régénération a quelque chose à voir avec la cristalline sur son visage, et s'ils peuvent détruire ou enlever cette cristalline, leurs chances de gagner augmenteront beaucoup. Le gobelin a clairement d'autres plans et lance une branche d'arbre vers eux, mais les deux ont réussi à l'esquiver. L'un est certaine que la cristalline est la source du pouvoir du gobelin, donc les deux décidant de se concentrer dessus et de le prendre comme cible. L'un utilise ensuite un attaque ventre sur le dos de Nor, et le vent est si fort qu'il propulse Nor dans l'air vers le cristal. Le gobelin est complètement stupéfait, et l'un parvient à prendre la pierre, puis elle dit à Nor de terminer le gobelin. Cependant, elle est inquiète que le monstre souffre trop et ne puisse pas supporter la douleur, donc elle brûle le gobelin au lieu de cela. L'entité hurle et souffre de la douleur intense et après sa mort, Nor décide qu'il ne combattrait plus de gobelins avant d'avoir oublié ce qui s'est passé ici. Il réalise qu'il ne devrait pas se jeter dans des situations dangereuses sans réfléchir, donc il décide de passer à l'exercice suivant seulement après s'être entraîné davantage et en devenant plus fort. Quelques jours plus tard, la pluie reçoit des nouvelles selon lesquelles l'empereur des gobelins est mort et il s'inquiète beaucoup pour son cristal, se demandant qui aurait pu le faire. Mais il est choqué d'apprendre que Lan était celle qui l'a vaincu. De l'autre côté, nous voyons Nor et Lan au guilde des aventuriers, et Nor croit que Lan est la raison pour laquelle tout s'est bien passé, donc il décide de célébrer sa première chasse du jour parce que c'est un moment très important pour lui. C'est un moment très important pour lui. Cependant, ils sont stupéfaits lorsque le commerçant leur demande l'oreille du gobelin comme ils se paniquent et réalisent qu'ils ont agi comme des imbéciles en brûlant le gobelin et en oubliant de prendre son oreille. Ils se paniquent et réalisent qu'ils ont agi comme des imbéciles en brûlant le gobelin et en oubliant de prendre son oreille. Ils se paniquent et réalisent qu'ils ont agi comme des imbéciles en brûlant le gobelin et en oubliant de prendre son oreille, arrive de nouveau pour secouer le pays. En même temps, de l'autre côté, notre héros et Lan déjeunent ensemble. Pendant le déjeuner, Lan dit à Nor qu'elle devait rentrer chez elle aujourd'hui, mais son frère l'a déjà prévenu de ne pas partir et l'a ordonné de se diriger vers les montagnes demain matin, car quelque chose d'important se passe là-bas, bien que celui-ci n'ait pas expliqué les détails. Et du ton dont il a parlé, la question est clairement sérieuse. Nor devient curieusement excité parce que cette sera sa première fois voyager, loin de la capitale, et pour lui, voyager il vaut plus que l'argent qu'il gagne chez la guilde. En plus, il sera avec Lan, et, dans l'avenir, il espère pouvoir voyager dans de nombreuses différentes nations. Alors qu'il pense à son rêve d'être un véritable aventurier et de voyager seul, Lan s'excuse de l'avoir entraîné dans sa situation, mais Nor lui dit de ne pas s'excuser, car elle lui a fait une grande faveur en lui permettant de gérer les gobelins. Après cela, Rin leur dit d'aller aux montagnes et de rester là-bas pendant un certain temps. Et si rien de bizarre ne se passe, ils devraient se rendre dans un endroit appelé Misra. Lan espère que rien ne se produira, mais Iné l'interrompt et dit qu'elle trouvera certainement cette chose étrange. Nous apprendrons ensuite qu'Iné a des ordres secrets de la part de Rin, qui l'a prévenu que la capitale royale pourrait bientôt entrer dans une crise majeure. Et, si elle est vraiment détruite, Iné doit emmener Lan et se diriger vers Misra.
Inès avait refusé l'idée de quitter la capitale en cas d'urgence, mais Rin lui rappelait que sa principale mission était de protéger la princesse Lan. Dans le présent, Inès impressionne Nor avec son armure, expliquant que cette armure c'est extrêmement puissant, et rien, ni arme, ni magie ne peuvent y passer. Puis, le sujet change sur une personne nommée Armadillo, qui est un combattant très haut et capable de vaincre des monstres d'un seul coup. On dit que Inès a le même niveau de pouvoir qu'elle, mais elle n'est jamais acceptée quand on la compare à lui. Elle commence à parler de son passé et nous apprenons qu'elle vivait dans un orphelinat où elle a découvert qu'elle avait un pouvoir inconnu et ne comprenait pas ce qui se passait avec elle. Un jour, une curieuse fille a essayé de mettre sa main dans cette force, mais elle a crié en douleur et ne pouvait pas la supporter. Lorsqu'Inès a montré sa puissance au héros, il est devenu clair que cette capacité était un don rare au monde car sa puissance pouvait devenir une lame capable d'arrêter n'importe quoi en deux parties ou un bouclier suffisamment fort pour protéger un pays entier. Les héros l'ont enseigné à utiliser cela, mais malheureusement, elle ne put jamais surmonter sa peur de baisser quelqu'un avec sa propre force. Alors, elle a choisi le chemin facile et s'est tenue éloignée des gens. Dans le présent, Inès est très jalouse de No et l'envie de lui. Depuis qu'elle l'a d'abord vu, bientôt, il remarque une trace étrange dans le champ. Alors, Lan utilise le sortilège qu'elle a besoin de révéler le monstre là-bas et il découvre qu'il se dirige vers la capitale royale. À ce moment-là, le roi apprend que l'attaque a commencé et malheureusement, il n'a pas assez de soldats pour faire face à ces monstres. Mais Rin prend la responsabilité et forme un plan pour les affronter. Il dit au roi qu'il a envoyé les 6 héros à la capitale afin qu'ils comprennent ce qui se passe là-bas et décident quoi faire. Nous voyons ensuite un groupe de soldats attaqués par des gobelins gigantesques, mais à ce moment-là, les autres héros arrivent sur le champ de bataille. La situation est terrible, mais la pluie se sent soulagée car sa sœur est rentrée en toute sécurité. Puis, la barrière de grenouilles brise soudainement, et le monstre jette l'enfant loin. Inès essaie de l'arrêter, mais malheureusement, elle est un peu trop tard et le monstre finit par faire face à Nor. Une bataille féroce commence entre eux. De l'autre côté, Rin raconte à sa sœur les personnes démoniaques, expliquant qu'elles sont des moitiés d'êtres humains capables de créer un lien mental avec les monstres. Les démons étaient plus proches des monstres que des humains, et plus tard, ils se sont unis et ont presque détruit la ville de Misra, mais les humains les chassèrent à la dernière minute. Feu, le monde croyait qu'il avait disparu, mais malheureusement, des descendants de ces démons existent encore. La pluie prévient les démons et lui dit de courir si elle voit l'enfant jouer avec un dragon. Nous revenons à Nor qui fait tout pour retenir le monstre, mais elle Crisette lui crache quelque chose de liquide qui le fait tomber à terre. Bien sûr, Inès et Lan ne l'abandonnent pas. Elles utilisent leur magie et aident jusqu'à ce qu'ils finissent enfin le monstre complètement. Après cela, nous revenons dans le temps et voyons un groupe d'enfants emprisonnés qui étaient considérés comme maudits parce qu'ils étaient nés avec le pouvoir de contrôler les créatures magiques. On les appelait des démons inutiles, et ces enfants ont été enseignés que leur seule raison d'exister était de contrôler les créatures. Cependant, l'un de ces enfants a utilisé son pouvoir lors d'une guerre, a contrôlé des monstres et a tué un grand nombre de personnes. Et depuis ce moment-là, les humains ont commencé à haïr les démons et à les chasser. Nous apprenons ensuite il y avait une petite fille qui était toujours battue, et chaque fois qu'elle essayait de parler, elle en recevait encore plus de coups. Cet enfant avait la capacité de lire les pensées des autres, ce qui ne fit que rendre son sort encore plus pire. Même après avoir appris à quel point les humains l'avaient traitée, elle n'avait jamais pensé à se venger malgré tout ce qu'elle haïssait. Un jour, l'homme responsable du pénitencier lui ordonna de contrôler des monstres et lui dit que les personnes démoniaques pourraient être utiles aux humains. Il promit qu'en obéissant à ses ordres, elle ne serait plus jamais battue et pourrait manger ce qu'elle voulait. Mais elle a refusé, elle serait frappée encore plus fort que précédemment. L'enfant ne pouvait pas lire les pensées de l'homme car il portait un dispositif sur sa tête qui bloquait sa capacité. Donc, elle n'avait d'autre choix que de lui faire confiance. Après un certain temps, l'enfant est allé à la capitale avec l'intention de détruire tout le monde selon les ordres de cet homme. Mais à ce moment-là, Lan a détruit le barrage. L'enfant s'est excusée auprès de tous, car elle avait échoué et était prête à mettre fin à sa propre vie. De cette manière, elle n'avait pas aidé l'homme ou exécuté son ordre. Mais au moins,
Elle ressentait du soulagement car sa conscience, elle ne serait pas punie car elle n'avait pas baissé personne. Elle était contente de partir ainsi dans le monde et espérait qu'en naissant à nouveau, elle ne serait jamais frappée et pourrait être utile à quelqu'un. Mais précisément à ce moment-là, Noah apparaît et la sauve. L'enfant ne comprend pas pourquoi quiconque se battrait vite pour elle, et elle devient très inquiète lorsque Noah est touché par la poison de la grenouille. Nous apprenons que l'enfant a également été empoisonné, mais curieusement, son saignement s'arrête tout seul. La bataille devient plus intense, et Noah essaie tout contre la grenouille géante, mais malheureusement, le poison a déjà pris le contrôle de son corps. Ensuite, nous revenons en arrière et voyons Noah rentrer de l'école, préparer une soupe à partir de certaines herbes qu'il a récoltées. Mais, malheureusement, la soupe se révèle être empoisonnée. Noah souffre du poison et est forcé d'utiliser sa petite capacité pour se soigner. Le lendemain, Noah commence à mieux se sentir, mais juste avant qu'il ne se rétablisse, un serpent le mord si fort qu'il s'effondre au sol. Curieusement, les effets du poison disparaissent rapidement et Noah réalise qu'il est résistant au poison. Il commence à développer cette compétence en consommant intentionnellement des substances toxiques et en supportant la plupart des poisons, bien que quelques gouttes de sang sortent toujours de sa bouche. Dans le présent, Noah décide que l'énorme grenouille venimeuse n'est rien en comparaison de ce qu'il a déjà enduré. Malheureusement, il ne peut pas résister complètement chose et supporter la plupart des toxines, malgré une petite quantité de sang encore sortie de sa bouche. Retourné au présent, Noah décide que le géant poisson n'est rien comparé à ce que il a déjà enduré. Mais, malheureusement, il ne peut pas résister complètement. La poison dans le temps d'expulsant peu de sang. D'expérience, il sait que cette quantité de sang n'est pas un problème sérieux et que son Eileen, l'habilité le protège. Il retourne combattre la grenouille et devient impressionné lorsqu'il confirme qu'il peut endurer tel un monstre terrifiant par lui-même. La bataille s'intensifie encore plus et la grenouille se prépare à lancer une attaque très puissante. Mais Noah termine le combat au bon moment. Après cette bataille féroce, l'enfant avoue qu'elle était celle qui avait amené le monstre. Au début, le groupe pense que l'enfant cachait quelque chose pour que personne ne volerait la grenouille à elle. Mais la vérité est qu'elle faisait tout ça pour vendre la grenouille et gagner de l'argent. L'enfant révèle qu'elle pouvait contrôler le monstre à distance. Et Noah est étonné que une si petite fille puisse contrôler un tel monstre gigantesque. Nous apprenons que sa capacité qu'elle est née avec. Et l'enfant admet qu'elle appartient au peuple des démons, ce qui signifie que tout le monde de sa race possède cette force. Noah commence, pensant aux façons dont elle pourrait aider les gens, et l'enfant est stupéfaite en apprenant qu'elle pourrait être utile. Elle commence à pleurer sous la pression dans son cœur, et Noah lui assure que de nombreuses personnes pourraient bénéficier de son aide.